Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre mini-série sur Mbappé et l'attaque parisienne, comment le mettre dans les meilleures dispositions et comment lui aussi doit s'adapter aux conjonctures collectives que lui offre le PSG de Luis Enrique. Alors on s'était laissé hier avec Lee Kang-in, l'effet de mode du moment, effet de mode qui commence à perdurer puisqu'il gagne petit à petit sa place dans le 11 et je vous disais que je le préfère sur le côté droit plutôt qu'à gauche. Parce qu'à gauche, il est côté bon pied, c'est pas forcément quelqu'un qui va réussir à déborder, à passer son adversaire, mais qui va plutôt du coup être orienté vers l'axe, la densité, faire des contrôles et chercher des appuis chez ses milieux de terrain, plutôt que s'orienter vers le front de l'attaque et lancer Mbappé dans la profondeur. Je vous disais qu'à droite, tout ça allait se faire beaucoup plus naturellement. D'ailleurs, contre Brest, la passe décisive magnifique de Lee pour Mbappé, Lee est sur le côté droit. Et il envoie Mbappé, il le met sur orbite sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que ça va beaucoup plus vite. Quand il lève la tête, il le trouve beaucoup plus rapidement. Il n'a pas de touche supplémentaire à faire ou de gestes techniques très sophistiqués à faire. Parce que sur le côté gauche, il aurait à ouvrir son pied beaucoup plus que sur le côté droit. Bien évidemment. Tout ça pour dire que je mets en avant cette qualité de distribution de Lee Kang-in beaucoup dans mes vidéos. Je m'explique. Cet été, quand il signe, je mets en avant ses qualités sous pression pour garder le ballon, ses qualités à la perte de balle. Au final, les deux que je veux absolument mettre en valeur, et c'est pour ça que je veux le voir à droite, Lee Kang-in, c'est les qualités de distribution. Je trouve que pour faire jouer ses partenaires, pour lancer ses partenaires, alors peut-être que l'impression visuelle est décuplée parce que dans l'équipe, il y a quasiment personne qui sait le faire en fait. Peut-être que c'est pas dingue, peut-être qu'il sait juste faire une passe en profondeur, mais le problème c'est que nos milieux le font tellement peu, voire pas, et j'inclus Warren Zaïre-Emery là-dedans, même s'il a quelques passes décisives, certaines des centres en retrait, pas des passes en profondeur, que voilà, quand on voit Lee Kang-in le faire, on est très content, et moi le premier. Et la seconde, c'est la finition. C'est la finition parce que je l'ai sous-coté là-dedans. Je pensais que dans le dernier tiers, c'était quelqu'un qui tergiversait un petit peu. Au final, il est capable de finir instinctivement avec des gestes très prompts, très francs, voilà, des frappes puissantes, très bien placées. Et là-dessus, c'est là vraiment où je suis le plus surpris en fait. Personnellement, j'évacue l'idée d'un Lee Kang-in qui a le nez sur le ballon, qui a une fréquence d'appui très rapide et qui fait que dans les petits espaces, il est capable de slalomer entre les joueurs, dribbler. Il en est capable. Mais c'est pas la qualité sur laquelle je veux le voir jouer absolument, tu vois. Je préfère les qualités de distribution et de finition parce qu'encore une fois, un des plus gros défauts de cette équipe, c'est ne pas lancer ses attaquants. C'est valable pour Mbappé, la prise de profondeur, mais aussi pour nos numéros 9. Si ils ne marquent pas, d'un autre côté, c'est aussi parce qu'ils ne sont jamais lancés derrière la ligne de défense adverse. Et ça, c'est valable encore plus pour Kolo Muani, qui est un attaquant de profondeur, qui était très bon à Francfort, dans un système où il y avait un numéro 10. Voilà. Nous, on n'a pas de numéro 10. On a des relayeurs, des numéros 8, qui ne font pas ce genre de passe. Donc, voilà pourquoi j'aimerais vraiment voir Lee Kang-in sur le côté droit. En fait, cette qualité de distribution et de finition, elles sont décuplées. Tu les mets en avant beaucoup plus naturellement. Ok, contre Montpellier, il met un superbe but avec d'ailleurs une bonne connexion avec Mbappé qui fait la feinte là, sur le centre de Dembélé. Ce but, il le met en commençant l'action à gauche, en tant qu'ailier gauche, puisqu'il est titulaire ailier gauche. Mais il fait le contrôle. Il y a un contrôle en plus avant la frappe. Alors évidemment, ça rajoute de la beauté au but, parce que le contrôle est fantastique, c'est extraordinaire. Mais je préfère maximiser. Cette équipe marque tellement peu hors Mbappé que je préfère le mettre à droite pour avoir cette finition plus instinctive qui n'est vraiment pas à négliger chez lui. Cette finition beaucoup plus franche. Voilà. Et cette histoire d'ailier bon pied, pourquoi j'accentue ce point-là? Parce que c'est un vrai problème chez Luis Enrique. Et ça, c'est la trêve, c'est l'heure de faire un espèce de bilan. Il faut absolument qu'il oublie cette idée de mettre les ailiers sur leur bon pied, bon côté. Contre Brest, à la demi-heure, quand il interchange Barcola et Lee Kang-in pour les mettre tous les deux sur leur bon pied, c'est incompréhensible. Voilà. Et les deux n'ont pas de repère. Contre Milan, c'est encore pire. Alors, Barcola rentre à gauche, mais trop peu de temps pour faire des différences. Et surtout, Lee, en fait. C'est là, c'est l'exemple parfait. L'exemple parfait, c'est l'entrée de Lee contre Milan. Pourquoi? Parce que déjà, malgré sa très bonne entrée,
il est à gauche sur le côté d'Mbappé. Il n'y a pas forcément de relation entre les deux, hein. Encore une fois, la relation n'est pas très développée. Et surtout, la meilleure occasion de Lee, il la commence à gauche, il va chercher un relais dans l'axe, continuer son action, partir à droite, et c'est là qu'il va se retrouver en position de frappe et réussir donc à trouver le poteau sur le côté droit, préférentiel selon moi pour Lee Kang-in. Cette idée d'avoir des ailiers comme ça qui du coup ont beaucoup moins de circuits de passe, ont besoin de beaucoup plus de temps pour scanner le terrain, prendre les informations, et lancer les meilleurs joueurs de l'équipe en fait, parce qu'à un moment donné, Mbappé c'est le meilleur joueur de l'équipe, il faut lui mettre des joueurs capables de le trouver sur son côté comme à l'opposé, hein, parce que ça commence à devenir un petit peu problématique cette idée de ne pas trouver nos attaquants lancés, sauf sur les contre-attaques bien évidemment. Ça c'est l'exception qui confirme la règle. Celle contre Reims sur le 3e but, menée par Barcola sur le côté droit, alors que Barcola est meilleur sur le côté gauche. Bref, nos milieux n'y arrivent pas à lancer nos adversaires, hein. J'ai mis Warren dans le tas. Par exemple, contre Montpellier, son but, suite à la talonnade de Dembélé, ça passe au début de l'action. Quand il cherche à lancer Dembélé, c'est une passe qui est loupée, hein. Alors, elle est réussie au final parce que Dembélé fait un superbe contrôle, se l'emmène bien et au final, l'action fait but. Mais dans l'idée et l'exécution technique, la passe est loupée en fait. Voilà. Le seul exemple très concret, c'est le but de Lucas Hernandez à Newcastle. Là, il est vraiment lancé par Warren. Mais sinon, les Ugarte, Ugarte et Vitinha, c'est le néant total, hein. C'est le néant total. C'est pour ça que j'appuie sur Warren, parce que c'est le seul qui tente un petit peu, mais pas assez en fait. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il le fait beaucoup trop peu. Et c'est là son axe de progression majeur à l'instant T. Ça y est, maintenant, la finition, il est capable de faire des statistiques. Se projeter, les percées de balles, bon ça c'est la signature dans son jeu. Sans ballon, il s'est adapté au niveau athlétique de la Ligue 1, mais aussi de la Ligue des Champions, et ça c'est exceptionnel. Là où je l'attends le plus, c'est le jeu de passe. Le jeu de passe. Chercher nos attaquants, Mbappé de l'autre côté. Voilà. Donc si en plus tu mets tes ailiers dans de mauvaises dispositions pour lancer nos attaquants, ça va être compliqué. Bref. Ensuite, passons à la question du faux numéro 9. Ça, c'est une information de Fabrice Hawkins qui nous a dit Luis Enrique, il réfléchit de plus en plus avec la prestation de Lee Kang-in ce week-end en seconde période à ce poste, mais aussi le retour de Marco Asensio qui se fait attendre au fil des matchs. J'ai l'impression qu'il y a une attente qui est limite démesurée en fait avec lui. Pourquoi ? Parce que je vais nuancer en fait cette idée du faux numéro 9 que j'écarte pas totalement. Moi, contre les blocs bas de Ligue 1, si je dois être objectif et honnête, c'est évident qu'on doit faire Asensio, Dembélé, Mbappé contre un bloc bas de Ligue 1, tu vois, un samedi à 17h. Maintenant, en Ligue des Champions, ça me paraît beaucoup moins évident. Et la présence d'un numéro 9, même si techniquement les deux zigotos de Ramos et Kolo Muani sont absolument abjects, il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Dans la vidéo d'hier, je vous parlais sur les centres en retrait, des appels à vide qu'ils font pour libérer de l'espace aux receveurs. Les feintes, ça, typiquement, c'est parce que ce sont des circuits qui sont travaillés à l'entraînement et du coup, instinctivement, ils se permettent de laisser passer le ballon parce qu'ils savent pertinemment que dans la structure, c'est prévu qu'il y ait quelqu'un derrière lui. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, le faux numéro 9, déjà, cette info en elle-même, se dire qu'on va complètement changer de physionomie, passer d'un vrai 9 qui n'est pas très servi, qui fixe la défense pour créer des espaces à ses partenaires, qui a une sacrée débauche d'énergie à la perte de balle, à un faux numéro 9 qui lui va beaucoup plus décrocher, donc permettre aussi à la ligne de défense adverse, attention, de jouer plus haut, qui va certes avoir un bagage technique supérieur aux deux autres, mais ça de toute façon je pense que c'est pas compliqué, hein. Ce serait limite plus dur d'avoir un bagage technique moins fourni que Ramos et Kolo Muani actuellement que l'inverse. Moi en fait ce qui me saoule c'est qu'on est en novembre et on est encore dans le tâtonnement. Comme je le disais, la trêve internationale va se terminer, on va enchaîner sur Monaco et Newcastle, deux matchs quand même très importants, Monaco pour garder notre première place en Ligue 1, Newcastle un peu notre saison quoi, tout simplement, la qualification en 8e c'est un peu notre saison. Et on se pose ce genre de questions. Ça m'embête. Ça m'embête, même s'il y a un autre état de fait. Kolo Muani titulaire sur les 4 matchs de Ligue des Champions qui viennent de s'écouler. Voilà. Ça montre quand même que Luis Enrique le préfère à Gonzalo Ramos, même si en Ligue 1, il y a beaucoup plus de tâtonnements, ça change beaucoup plus.
Kolo a été titulaire sur les 4 matchs, en fait, tout simplement de Ligue des Champions. Et ça montre qu'il a la préférence, donc on va Et cette idée d'une attaque Kolo Muani, Mbappé, Dembélé ne me déplaît pas. Ne me déplaît pas. Moi, ce qui me gêne, c'est que Gonzalo Ramos sur le banc, en fait, je vois mal Gonzalo Ramos rentrer dans un match. Alors que Kolo sur le banc, ce serait l'assurance d'avoir un numéro 9 qui peut être dévastateur, mais aussi un ailier droit, un ailier gauche. Je vois Kolo Muani rentrer dans un match beaucoup mieux que Gonzalo Ramos, tu vois. C'est comme le débat Vitinha-Likanguin. Le problème, c'est qu'à un moment donné, Likanguin rentre beaucoup mieux en cours de jeu qu'un Vitinha. Donc c'est pour ça que contre Milan, je préférais titulariser Vitinha. Bon bref, on avait eu le même genre d'information plutôt dans la saison, rappelez-vous, quand ça nous disait que Luis Enrique voulait tester Dembélé numéro 10. Avec Kolo Muani, Gonzalo Ramos devant, Kolo Muani à droite et Mbappé à gauche. Au final, on n'a jamais vu ça. Donc cette idée du faux numéro 9, peut-être c'est un fantasme des médias qui reprennent un petit peu les idées des supporters qui sont en vogue ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, techniquement, un faux numéro 9 t'apporterait beaucoup plus dans la tenue de balle, sur les contrôles dos au but bien évidemment. Marco Asensio a des références au PSG sur le peu de matchs qu'il a joué, c'était très très bon. Et surtout concernant Asensio, sa frappe ferait beaucoup de bien dans ce registre-là de faux numéro 9, parce que c'est quelqu'un qui tire de loin. Et le problème au PSG, c'est qu'on dépend tellement d'Mbappé pour marquer que savoir qu'on a un 9 capable de décocher des frappes comme ça, parce que Ramos et Kolo, on le sait, ils sont pas en confiance, ils ont marqué très peu de buts à eux deux, ils sont très peu en position de frappe, et c'est ça le plus important en fait. C'est pas le fait qu'ils aient peu de statistiques, c'est le fait qu'on les trouve très très peu en position de frappe, dans la surface. Là, avoir un joueur... En fait, j'ai l'impression qu'Asensio, peut-être parce qu'il est aussi plus vieux qu'eux, il a beaucoup plus d'expérience et qu'au Real, c'était un joueur de banc, on se dit que ce serait super parce que c'est le genre de joueur qui resterait patient, qui garderait confiance, lucidité, qui pourrait disparaître d'un match pendant 20 minutes et puis ensuite te décocher une frappe venue de nulle part. Ça, c'est évident que c'est quelque chose qui est à son avantage. Mais premièrement, ne pas oublier le secteur de jeu où le PSG est le plus nul. Alors là, j'espère que dans vos têtes, vous l'avez tous. N'hésitez pas à mettre un commentaire avant que je le dise. C'est question pour un champion, les gars. Les coups de pied arrêtés, bien évidemment. Qu'ils soient défensifs comme offensifs, on est abject là-dedans. Défensivement, on est au chou, tout simplement. Et offensivement, alors là, bon, ces derniers temps, là, depuis que Likanguin a repris les corners plutôt que Dembélé, il les tire quasi tous premier poteau. Contre Montpellier, il a réussi à trouver Kolo Muani à un moment donné. Bah tiens, ça me fait ma transition. Avoir un numéro 9 grand, je pense que c'est important dans cette dimension-là, défensivement comme offensivement. Asensio qui fait 1m82, Likanguin qui est tout petit. Bon, je me dis, à un moment donné, cette équipe va avoir besoin de taille. Surtout que les joueurs les plus grands ne sont pas forcément les meilleurs dans les airs. L'exemple typique ici, c'est la charnière centrale. Marquinhos qui est petit est bien meilleur dans les airs qu'un Skriniar qui est grand et qui est venu avec la réputation vraie d'être bon dans les airs. À l'Inter, il était bon dans les airs, mais là, en fait, il a perdu la détente, parce qu'il faut savoir que être grand ne veut pas dire être bon dans les airs. Il faut aussi avoir la détente, à savoir les muscles pour sauter haut, pour sauter au bon moment, pour sauter longtemps aussi, pour partir longtemps dans les airs, un peu à la Cristiano Ronaldo. Et la tête, bien évidemment, le cerveau, je dis, pour le timing, voilà, choisir le bon moment pour sauter. Skriniar, dans tous ces compartiments-là, a régressé par rapport à l'Inter. C'est bizarre. Alors, entre les deux, il y a eu sa blessure au dos, mais le problème, c'est que là, on est en novembre, en fait. Et il continue à se faire bouffer. Bon, en septembre, je mettais en avance le fait que sa blessure au dos faisait qu'il avait plus peur de se livrer. Là, c'est plus très valable, tellement la saison est avancée. Donc, attention, dans cette dimension-là, Kolo Muani, 1m88 ou 89, je crois. Gonzalo Ramos, pareil, très très bon jeu de tête, Gonzalo Ramos, en témoigne son but contre Marseille sur un centre très tendu, limite une bouse de Dembélé, qu'il réussit à bonifier de manière spectaculaire. Ça, c'est vraiment pas à négliger. Le jeu de tête, sachant que le PSG est une équipe qui centre beaucoup, même si pour l'instant, ça n'a pas trop fonctionné, voilà, je préfère prévenir là-dessus. Et enfin, le faux numéro 9, en fait, le problème, c'est que au milieu, tu ne trouves pas tes attaquants lancés.
Et le faux numéro 9, je ne pense pas qu'il corrigerait ce défaut de l'équipe en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a Mbappé qui part 99% du temps arrêté, qui n'est jamais trouvé lancé. Dembélé, c'est un petit peu pareil, et Kolo Muani aussi. Le faux numéro 9, je ne vois pas en Asensio, en Lee Kang-in, les qualités pour dos au but comme ça, lancer Mbappé. Enfin là, on parle quand même de qualité top mondial, quoi. Limite, il faudrait Harry Kane dans l'équipe, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc je suis pas sûr que le faux numéro 9 soit capable de faire ça. Et ensuite, avant de penser au faux numéro 9, le problème c'est que pour moi, il y a encore plein d'autres choses avant de penser à bouleverser complètement cette structure. Alors hier, je vous proposais la solution Lee Kang-in à droite, Mbappé et Dembélé sur le côté gauche et un numéro 9. Ça, c'était une idée assez farfelue, les gars. Hein. Voilà, c'était juste pour illustrer le fait que je préfère Lee Kang-in à droite, tout simplement. Peut-être que Dembélé va se blesser à un moment donné et que donc Lee Kang-in pourra jouer à droite sans Dembélé et puis à gauche, on aura Mbappé. Peut-être que ça peut aussi être une solution pour une fin de match. Mais voilà, dans tous les cas, c'était farfelu. Par contre, ce qu'il a est beaucoup plus sérieux. Et j'insiste là-dessus, pour moi, en fait, c'est la priorité numéro 1. Travailler non pas les automatismes, mais les permutations dans cette attaque. Parce que tu as des joueurs qui ne peuvent pas rester figés dans leur position, comme Luis Enrique leur demande sur certains matchs. Contre Milan, quand tu vois Kolo Muani figé dans sa position de numéro 9 et ne pas en bouger, alors que dès qu'il s'écarte de l'axe, qu'il va sur le côté, il réussit à jouer de son côté destructeur pour faire des différences et emmener le ballon dans la surface adverse, tout simplement. Tu te dis, bon, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Il faut absolument que Luis Enrique offre beaucoup plus de liberté à ses attaquants. Voilà. Kolo Muani, c'est quelqu'un qui a besoin de toucher le ballon. C'est pas quelqu'un qui va briller en touchant 10 ballons. Voilà. Il lui faut un volume de touche de balle très important. Et pour ça, il faut qu'il échange avec Mbappé, avec Dembélé, en fonction de la physionomie du match. Et puis aussi, pour être moins prévisible. Moins prévisible, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé. Dembélé côté droit qui joue les 1 contre 1 et du coup l'adversaire qui sait pertinemment que Dembélé ne va pas faire va peut-être faire une différence sur le premier ballon, mais ensuite va perdre toute sa lucidité aux abords de la surface. Donc, ils s'en foutent un peu les adversaires. Ils la jouent facile avec Dembélé, ils le laissent faire. Et de l'autre côté, ils mettent 2 joueurs sur Mbappé, 3 même, le muselle, et ça donne le match contre Milan. Avec un PSG caricatural, des joueurs qui restent absolument figés dans leur position. Pour moi, il faut absolument que ça change. Pourquoi pas Dembélé qui passe à gauche, Kolo Muani qui passe à droite, Mbappé qui va au poste de numéro 9 pour se rapprocher du but. Voilà, J'en reviens aussi à l'action de Lee Kang-in, le poteau de Lee Kang-in à San Siro, j'insiste là-dessus aussi, mais encore une fois, tu vois, sur l'action, Lee Kang-in va complètement dans le dépassement de fonction. Il se permet ça parce qu'il est remplaçant à la base et que du coup, la consigne de Luis Enrique, au vu de la physionomie du match, c'est « fais ce que tu veux, garçon ». Voilà, donne tout pour aller essayer de récupérer le score. Mais si Lee Kang-in avait été titulaire, je suis pas sûr qu'il aurait été au bout de l'action à ce point-là, parce que c'est une consigne de Luis Enrique que de rester dans sa zone, en fait. Tout ça, bon, c'est quelque chose qui m'embête encore une fois. Et la solution Mbappé très très axiale, je le réitère, j'y crois plus que tout. Moi, je crois plus que tout en Mbappé, style sous Pochettino, qui joue de manière très axiale avec donc les 2 ailiers qui interchangent en fonction de la physionomie du match. La relation Mbappé-Luis Enrique n'a pas l'air mauvaise, hein, voilà. Et je ne tire absolument pas la sonnette d'alarme en fait sur Mbappé. Pourquoi Déjà parce qu'à la fin des matchs, à chaque fois, les deux se prennent dans les bras, sont très contents, ont l'air de beaucoup parler et tout ça. J'aimerais faire un parallèle avec Pochettino, celui qui a réussi le plus à faire briller Mbappé, tout simplement. La meilleure version d'Mbappé, c'est sous Pochettino. En tant que, alors pas numéro 9, mais joueur très axial, mais au-delà de ça, dans une attaque où ça permutait tout simplement, avec Neymar, Messi, Di Maria. Voilà, ça permutait, les positions n'étaient pas figées, et c'est là où l'attaque du PSG a été la plus prolifique, et Mbappé le meilleur, tout simplement, où il avait le plus de liberté. Voilà. Donc, là-dessus, j'ai pas grand doute.
Surtout qu'en plus, Mbappé individuellement, alors déjà il a eu le loft cet été, bon ça c'était un peu l'excuse au mois de septembre, aujourd'hui on est en novembre, elle est un peu dépassée parce qu'il a retrouvé sa condition physique, mais à l'échelle d'une saison, Mbappé n'est jamais à son sommet en automne. Hein. Et là il est déjà quand même à 15 buts, sur lesquels on ne doit pas cracher, même si dans le jeu c'est pas très bon, on sait très bien que c'est un joueur qui est au top de sa forme après Noël, après le jour de l'an pour les moments importants. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose qu'il gère très bien, ça, sa condition physique pour arriver au top dans les moments cruciaux d'une saison. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais reprocher à Mbappé. Maintenant, sur son début de saison, pour parler d'Mbappé plus individuellement, ce qui me gêne le plus, c'est sa lecture des matchs. En témoigne celui à Newcastle. Pourquoi? Parce qu'Mbappé n'arrive pas, ou ne veut pas, faire ce qu'il faut quand, j'insiste sur le quand, il faut. C'est-à-dire qu'une équipe à plusieurs phases, des temps forts, des temps faibles, des phases où il faut poser le ballon, des phases où il faut absolument aller au but le plus rapidement possible. Et lui n'arrive pas à s'adapter en fait entre toutes ces phases. À chaque fois, il est un petit peu à contre-temps. Pas dans le tempo, une forme de déconnexion avec ses partenaires qui jouent du coup derrière sur l'exécution technique de ses gestes parce qu'il n'a pas le ballon dans les bonnes zones. Il est trop esselé, il est trop loin de ses partenaires, l'adversaire a eu le temps de se replacer. Est-ce que c'est qu'il ne sait pas le faire ou est-ce qu'il ne veut pas le faire? Je pense que c'est un mélange des deux pour moi. Pourquoi qu'il ne sache pas le faire, je le comprendrais, mais le problème c'est que tous les grands joueurs ne peuvent pas tout le temps jouer sur leurs qualités les plus fortes. Il faut savoir apporter à l'équipe d'une manière différente. Et je pense que en fait, quand on voit Mbappé décrocher, et là j'en viens à tout le truc, ouais, Mbappé décroche, Mbappé se prend pour Neymar, Mbappé fait le playmaker. Le problème c'est que si les gens le critiquent pour ça, c'est parce qu'il pourrait le faire. Moi je pense qu'il pourrait le faire et qu'il doit le faire. Mais il le fait mal. Il le fait mal pourquoi? Parce qu'en fait, il reste Mbappé, peu importe la zone dans laquelle il évolue. C'est-à-dire un joueur qui est toujours obnubilé sur le but adverse, où il faut absolument tout de suite mettre de la verticalité, tout de suite le besoin de se retourner, de se mettre face au jeu et tout ça. Bien sûr, ça témoigne de personnalité. Hein, il y a d'autres joueurs dans l'équipe et dans le passé au PSG qui nous ont énervés parce qu'ils n'allaient pas dans le sens du jeu, ils n'envoyaient pas le ballon vers l'avant. Mais Mbappé doit justement faire le travail inverse. Voilà. Se connecter avec ses partenaires, prendre le temps de trouver un appui quand il a un ballon dos au jeu. Tout ça, c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Et c'est pour ça qu'on en vient à le critiquer en disant il veut faire le playmaker et tout ça. Parce que il joue trop sur ses qualités, peu importe la zone du terrain dans laquelle il est, peu importe le temps que vit son équipe. Et là, il y a un gros travail à faire chez lui. Chez Luis Enrique en matière de consigne aussi, mais je pense plus chez Mbappé parce qu'il faut qu'il arrive en fait à dénaturer son jeu. Je parle de manière crue, c'est limite péjoratif ce que je dis parce que dénaturer son jeu, dit comme ça, on pourrait se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin voilà, c'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps sprinter, aller vers le but. Prendre le ballon pour essayer d'y aller sur de grands espaces. Non, des fois, il faut poser le jeu, jouer à un rythme différent, tout simplement. Voilà, faire une touche en plus, chercher un partenaire qui, lui, sera face au jeu, plutôt que toi, vouloir te mettre face au jeu tout seul par le biais d'un exploit individuel. Donc voilà, je terminerai cette vidéo sur Mbappé comme ça. Parce que dans la dimension individuelle, c'est ce que je lui reproche le plus. Après, bon, l'exécution technique est pas bonne. Devant le but, il flanche. Ça aussi, il faut absolument qu'il travaille. Luis Enrique doit mettre un atelier finition comme l'avait fait Pochettino à l'époque. Mais voilà concernant Mbappé. Bref, j'avais encore quelques petits trucs sur Dembélé, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser un like si celle-là vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très prochainement pour parler du poste de latéral et du coup de Dembélé là, parce que voilà, j'avais 2-3 petits trucs à dire. Mais on le fera après du coup. Voilà, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.